Madame Le Callennec. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente des Républicains. Mon point de vue aujourd'hui dans Radio Brunet, c'est de dire que oui, il faut tout faire, même parfois un peu au forceps, vous voyez ce que je veux dire, pour ramener les chômeurs dans l'activité et en particulier les jeunes. Je vous rejoins à 100%. Il se trouve que j'ai reçu la contribution de Bernard Tapie, comme tous les députés, où en effet il fait part de ses propositions pour lutter contre le chômage des jeunes. Moi j'en partage un certain nombre, vous les avez rappelés, sur l'orientation scolaire, sur l'apprentissage, le compagnonnage, la formation tout au long de la vie, la participation, l'intéressement, la lutte contre le travail dissimulé. Et je crois comme vous qu'il faut en effet envoyer un message aux demandeurs d'emploi sur cette idée qu'ils ne peuvent pas rester isolés, mais qu'il faut en effet, lorsqu'ils sont au chômage, qu'ils trouvent les voies et moyens de sortir de chez eux, de rencontrer des personnes, de se créer des opportunités pour en effet retrouver un emploi le plus possible. Je dirais même que je le prendrais de façon positive, je dirais à ces gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, la société a besoin de vous. Et franchement, Madame Le Callennec, quand on voit cette somme de compétences qui se perd, mais c'est à pleurer, alors que on rencontre peut-être vous et moi régulièrement des chefs d'entreprise qui appellent des compétences, qui ne les trouvent pas, qui cherchent des collaborateurs. Mais on voit aussi que dans l'espace public, il y a des missions qui seraient utiles et qui ne sont pas remplies faute de disponibilité. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait marier l'offre et la demande là en réalité. C'est tout à fait ça. Alors moi je préside le comité consultatif d'une maison de l'emploi sur mon territoire, le Pays d'Istrée, où on a un petit peu plus de 5% de taux de chômage. Et c'est tout à fait ce que vous venez de dire. On essaie de faire se rencontrer les chefs d'entreprise qui ont des besoins, qui ont des postes à pourvoir, et les demandeurs d'emploi, alors qu'ils ne sont pas tout à fait toujours aptes à occuper l'emploi, mais par le biais d'une formation, auront la capacité de prouver ce qu'ils savent faire. Et de plus en plus, on recrute avec ce qu'on appelle la méthode par simulation, c'est-à-dire on ne demande pas au demandeur d'emploi quel est son CV, ce qu'il a fait avant. On souhaite juste qu'il ait la volonté d'eux, et l'entreprise lui fait passer des tests, et s'il réussit les tests, il peut être embauché dans l'entreprise. Je crois qu'il y a mille et une manières sur les territoires de s'organiser. Là où je ne rejoins pas Bernard Tapie, c'est quand il dit que il n'y a pas ce débat-là dans la présidentielle. Moi, je connais des candidats aux primaires qui proposent des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes. Qui, par exemple, Madame Le Callennec ? Écoutez, par exemple François Fillon, qui rejoint d'ailleurs Bernard Tapie sur l'idée que alors c'est 1,4 milliard, il y a 1,4 milliard qui est consacré à ce qu'on appelle les contrats aidés, donc emploi d'avenir et contrats de génération. Si tout cet argent était employé à l'apprentissage, à l'alternance et à remettre en effet sur le marché du travail les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, je pense qu'on ferait un grand progrès. Madame Le Callennec, restez avec moi parce que Arnaud Souk là est juste à côté et il a des informations précises à nous donner sur la situation de l'apprentissage notamment. Et alors d'abord, juste pour faire un point sur le chômage des jeunes en Europe, il suffit simplement de comparer. Si on accepte la Grèce et l'Espagne où le taux de chômage des jeunes est énorme, il suffit de comparer tout simplement la France et l'Allemagne. En France, le taux de chômage des moins de 25 ans s'élève à 24,5%. En Allemagne, il s'élève à 7%. Et comment tu l'expliques ? Justement, certains l'expliquent par le fait que l'apprentissage en France est beaucoup moins développé. Il faut savoir que dans les années 70, la France a opté pour le collège unique. L'Allemagne a conservé un système d'enseignement général éclaté de son côté, avec un choix pour les enfants ou pour les familles dès l'âge de 11-12 ans. Seuls 36% des élèves finalement outre-Rhin suivent un enseignement similaire à cet âge-là, à celui qu'a enseigné en France. Le reste, c'est dans des filières professionnelles et technologiques. Et pour en venir donc à cet apprentissage, ça concerne que 5% des jeunes en France contre 16% en Allemagne. Ça va durer plus longtemps, 3 ans en Allemagne contre un tout petit peu plus d'1 an et demi ici. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que 66% des jeunes en Allemagne sont pré-embauchés à l'issue de leur contrat d'apprentissage contre 33% en France. Alors oui, et là aussi on est dans un débat, Madame Le Callennec, qui touche aux questions de la formation, y compris la formation initiale, l'éducation. En France, on a cette espèce de doxa qui dit en substance il faut emmener toute une classe d'âge au bac général. Les Allemands sont un peu plus pragmatiques. Ils disent non, il y a des gens qui veulent devenir plombier, boulanger, et c'est une voie unique menuisier, en Allemagne pour certains métiers. Pour 300 métiers, c'est une voie unique. Bien sûr, et qui finalement trouvent du boulot. Donc vous voyez, on fait pas grand chose.
chose en réalité pour arranger la situation des jeunes, et on le fait parfois. D'ailleurs, on mène des mesures qui sont censées les flatter un peu, hein. On va dire, on va vous donner le bac. Mais pourquoi au fond? Pour rien. Tout a été dit dans ce que vous venez de décrire quand on compare la France et l'Allemagne. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il faut aujourd'hui remplacer le slogan 80% d'une classe d'âge au bac à 100% des jeunes qui sont en emploi, en stage, en formation, au boulot. Et ça, c'est absolument possible. Mais en effet, il faut changer les mentalités. Quand vous voyez que depuis 2012, on a quand même apporté à l'apprentissage des coûts qui ne l'ont pas favorisé. Non, ça redémarre un peu là. Dans les premières années du mandat, l'apprentissage a été sacrifié. Mais c'est pas que politique. Essaie de se rattraper, mais le mal a été fait. D'autant que de nombreuses entreprises qui embauchaient des apprentis ont mis la clé sous la porte ou disparu. Oui, mais tout simplement parce que elles étaient plus compétitives. Oui, il y a aussi des entreprises qui prennent des apprentis et qui ne les embauchent pas. Et qui ne les embauchent après pas. coup, c'est les utilisent. Oui, alors celle-là vous explique parfois. Et c'est une majorité. Au moins, elles les auront formés et que ces jeunes-là auront une ligne de plus sur leur CV. En tous les cas, moi je pense que... Vous nous dites après que le CV n'est pas l'unique manière d'embaucher. Oui, non, tout à fait. Mais c'est quand même une espèce de laissez-passer que vous pouvez montrer. Et c'est vrai que dans notre pays, vous avez encore des enseignants qui disent à des élèves qu'ils veulent choisir la voie professionnelle. Mais pourquoi veux-tu la voie professionnelle? Tu réussis très bien, tu as des bonnes notes. Tu es un bon élève, continue vers la voie c'est vraiment... du baccalauréat et des études supérieures. Un jeune peut aujourd'hui, et ça c'est une révolution, je dirais, culturelle, mais pas seulement dans l'enseignement. C'est pour ça, madame, attendez, on va poursuivre dans une seconde, c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette remarque. Nous sommes tous responsables, y compris nous qui élevons des enfants. Mais restez avec nous, on va poursuivre cette conversation avec Kevin qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Tout de suite, Fanny, tu nous donnes quelques tendances du Brunet-Métry, là.